Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Danser sa vie sur ABC Talk, la première chaîne du bien-être et du développement personnel. Rétablir le lien entre notre corps et notre esprit nous permet-il de guérir? Quels sont les pouvoirs insoupçonnés de notre intuition, je dirais même de nos intuitions? Est-ce que les pratiques artistiques et la créativité peuvent nous aider à nous libérer? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec mes deux invités, Élodie Leclerc, guide énergétique, danseuse libre et autrice, et Saverio Tomasella, psychanalyste, docteur en psychologie et écrivain. C'est parti pour un moment d'alchimie et de douceur avec Danser sa vie. Bonjour Élodie Leclerc. Bonjour Gaëlle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Comment ça va? Est-ce que tu es bien installée dans le salon bien d'ABC posée, Talk? ouais. Ouais, je suis ravie d'être là, vraiment très chouette moment. Je me réjouis vraiment de partager ce moment avec vous. Eh ben, donc, merci voilà. beaucoup, Ouais. merci beaucoup. Tu es aux côtés de Saverio Tomasella. Saverio, bonjour. Bonjour Gaëlle. Alors tu es avec un pantalon rouge complètement assorti au coussin du canapé d'ABC, c'est parfait. Intuition ce matin. Intuition, c'est ça. Eh bien, c'est bien, on va en parler justement, ça tombe bien. Comment ça va Saverio? Très bien, merci. Ok, donc Ravi d'être ici avec moi vous aussi, deux. je suis ravie Ouais. de vous avoir tous les deux. Alors, j'avais envie de vous réunir parce que je trouve que vous avez énormément de points communs. On va sans doute pas avoir le temps de tous les explorer. Déjà, est-ce que vous vous connaissiez avant de venir tous les deux? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler l'un de l'autre ou pas? J'ai entendu parler récemment d'Élodie par toi Gaëlle. Ah, bon. Et donc je me suis inscrit pour te suivre sur Instagram. Donc, je fais les mouvements, je te vois. Donc c'est une connaissance récente. Oui. Mais moi, c'est pareil. Et je me dis mince parce que je sais que tu as écrit beaucoup de livres. Je me dis comment j'ai pu passer à côté. Mais en tout cas, une très belle découverte aussi, récente aussi du coup. Ouais. Alors, en introduction, j'ai été obligée de vous mettre, et j'en suis désolée, dans des étiquettes, en tout cas de donner des fonctions pour vous définir. Comment, Élodie, tu te présenterais à Saverio comme ça, alors, en quelques mots, autour Ouais. de cette table de Danser sa vie? C'est vrai que c'est jamais un exercice facile de dire qui on est, de me poser des mots, de mettre des étiquettes. En effet, j'aime bien le mot guide énergétique, accompagnante. J'aime bien dire que je prends les personnes par la main et puis on y va dans le mouvement de la vie, à travers la danse, le mouvement, mais aussi l'exploration de soi. Donc je vais vraiment accompagner à aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge en nous, au niveau émotionnel aussi. Et donc voilà, j'ai fondé deux méthodes aussi, Flow Energy et Bloom Dance, qui permettent justement d'aller libérer les émotions, d'aller remettre du mouvement au sein de l'énergie aussi, et juste de danser aussi pour créer, transformer, libérer. Donc voilà, je suis aussi une femme, une maman aussi, et une danseuse. Donc voilà, si je devais un peu définir. Super. Et toi, Saverio, est-ce que tu rajouterais des choses aux étiquettes que j'ai données peut-être assez oui, maladroitement? Oui, parce que moi non plus, j'aime pas trop les étiquettes. Alors, je suis un papa de deux grands enfants. Je suis avant tout poète et musicien. Et je crois que c'est comme ça que je vis ma vie, en poète et musicien. J'aurais beaucoup aimé être danseur, mais ça ne s'est pas fait parce que je suis né dans des années où la danse des garçons était considérée, enfin les garçons qui dansaient étaient mal considérés, très mal considérés d'ailleurs. Et donc voilà, donc j'ai pas pu danser, mais c'est pas grave, je me rattrape en dansant tout seul chez moi. J'aime la nature, j'aime beaucoup la nature, les arbres, les oiseaux, l'eau. Je sais que tu parles de l'eau Oui. dans ton livre, en même temps que tu parles des mouvements et de la danse et des énergies et des émotions. Donc tout ça, ça me parle énormément. Et sinon, j'écris. Je ne tiens pas en place. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément agité, mais je n'arrive pas à rester assis longtemps. Ce qui fait qu'heureusement qu'on a une maison à étage dans le nord, c'est comme à Bruxelles ou en Hollande, les maisons sont à étage, donc j'aime bien monter, descendre. Et je bouge beaucoup. Déjà, je fais de la gym, du yoga, du qigong à certains moments de la journée, mais je bouge beaucoup en fait. Et voilà, je suis remuant.
Un être remuant, Saverio. Alors, tous les deux, vous avez un grand parcours de résilience. Moi, j'ai été beaucoup touchée à découvrir votre histoire à l'un et à l'autre. Élodie, la danse, elle était là depuis que tu es toute petite. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu contrarié, tout comme le parcours de Saverio dans la musique. Tu fais pas tout de suite de la danse, en fait. Tu deviens enseignante. C'est ça. J'ai commencé la danse quand j'avais 5 ans, en fait. C'est vraiment un coup de cœur, une passion. Et petit à petit, j'ai continué à augmenter le nombre d'heures par semaine. Puis je me souviens, j'étais allée avec ma maman voir la comédie musicale Les 10 Commandements. Je suis sortie de là, je me suis dit « Ah, mais je veux faire ça, je veux chanter, danser sur scène ». C'était vraiment une évidence. Et j'ai étudié du coup la danse au lycée. Donc en Belgique, on avait cette possibilité-là. Et à la période d'adolescence, à un moment donné, je me suis dit, j'ai eu peur en fait. Et puis tout le monde me disait, le métier d'artiste, c'est quand même très compliqué, tu vas pas réussir à en vivre. Et donc j'étais bloquée vraiment dans cette peur et je me suis dit, bon, je vais choisir un parcours un peu plus rangé, on va dire, traditionnel. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu cette fibre de l'enseignement en moi. J'adore enseigner, j'adore transmettre. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas partir dans l'enseignement. Et donc j'ai fait des études d'institutrice primaire. Donc voilà, je suis vraiment rentrée très fort dans le moule alors que j'avais quelque chose en moi d'artistique, de très puissant et de très, très fort. Et c'est la danse qui me permettait vraiment aussi d'exprimer, de me sentir vivante. Et donc j'ai enseigné pendant 7 ans. Et là, tu danses plus? Tu fermes vraiment la alors, porte? Non, je danse encore. Ouais. Je danse encore, à côté de mes études, quelques heures par semaine pour entretenir un petit peu. Et puis, quand je commence à travailler, là, j'arrête. Je coupe vraiment tout. Et c'est comme si je m'étais éteinte à ce moment-là. Et donc plus du tout de danse pendant plusieurs années. Et là, c'est mon corps qui vient me secouer un petit peu et je tombe malade, j'ai un gros problème de santé. Tout s'écroule comme ça. Et je sens en fait au fond de moi que la vie que je vis ne me convient pas. Mais je n'ose pas, je me voile la face en fait. Je suis vraiment dans quelque chose de très... je ne suis pas du tout honnête avec moi-même. Je me dis non, mais c'est comme ça qu'il faut. Voilà, c'est une sécurité. En plus, j'avais vraiment cette sécurité au niveau de l'enseignement. Et je tombe malade et donc du coup, on me dit évidemment qu'il n'y a rien, que c'est dans ma tête, que c'est à cause de mon boulot. Enfin voilà, tout ce parcours-là. En plus, un certain nombre de pathologies. Oui, c'est tout mes rouges. Oui, tous les systèmes sont déséquilibrés, la digestion, les hormones, etc. Et finalement, on me dit que j'ai rien, qu'on ne sait rien faire pour moi, que j'ai le côlon irritable. Enfin bon, voilà. Et moi, je sens intuitivement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je connais mon corps, même si j'ai été déconnectée de lui pendant longtemps. Et donc là, du coup, je commence à découvrir la naturopathie, je commence à étudier par moi-même la nutrition, je fais des recherches. Et donc, je me soigne par moi-même aussi, avec l'aide de naturopathes et autres. Et donc voilà, et de fil en aiguille, je vois que ça ne suffit pas et qu'il y a autre chose aussi à l'explorer. Et je me souviens, il y a une thérapeute en Ayurveda qui, à un moment donné, me fait découvrir l'Ayurveda et me parle de mon profil, etc. Puis elle me dit, mais tu libères la colère? Et j'étais là, je ne suis jamais en colère, je ne comprends pas. Et elle me dit, c'est bien ça le problème en fait. Et donc voilà, là je commence à voir qu'il y a des émotions qui ne sont pas exprimées depuis très très longtemps. Et je commence à repasser par le corps. Et je rencontre des thérapeutes en énergétique, etc. Et il y a un thérapeute qui me dit, mais qu'est-ce qui te fait le plus vibrer en fait? Va rallumer la flamme de la joie. Et je lui dis, c'est la danse. Mais j'étais tellement épuisée à ce moment-là, je me dis, je ne peux plus danser. Et il me dit, je m'en fous, tu danses 5 minutes par jour, c'est déjà ça. Et j'ai repris comme ça petit à petit la danse, j'ai commencé le yoga. Et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait un bien de fou et à quel point ça m'aidait à libérer les émotions. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai repris tout ça petit à petit. Et puis voilà, par moi-même aussi, je voyais que ça me faisait du bien, je pratiquais tous les jours. Et je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Et donc c'est par là que j'ai commencé à partager, à diffuser aussi et à créer aussi les méthodes où j'avais envie de mélanger un petit peu tout ça aussi. De partir de ta propre résilience pour transmettre à d'autres. Alors c'est un peu le travail de musicien de l'âme de Saverio. Toi, Saverio, c'était la musique, la clarinette? Oui, j'ai un parcours un peu similaire. J'ai commencé la musique à 5 ans. Et au départ, oui, flûte à bec, solfège, du piano. Et puis petit à petit, je me suis mis à la clarinette. Et j'ai eu la chance de faire le lycée musical, c'est-à-dire que le matin,
on avait les cours classiques de l'école et tous les après-midi, musique, danse, enfin pour ceux qui dansaient, théâtre, chant, histoire de la musique, etc. Donc on était au conservatoire tous les après-midi et c'est là que je me sentais bien. Parce que la sensibilité était la bienvenue, parce que on était accueillis comme on était, parce que notre créativité, notre originalité était encouragée. Et donc pour moi, c'était évident que j'allais devenir musicien. Et en fin de troisième, quand mon professeur de clarinette m'a dit, bon, bah toi tu continues, parce que je pense que tu peux devenir clarinettiste, mes parents ont dit non. Et il a demandé à les voir pour essayer de les convaincre que j'étais vraiment au bout de mon cursus musical et que j'allais pouvoir en faire mon métier. Et mes parents n'ont vraiment pas voulu. Mon père trouvait d'ailleurs qu'être musicien, c'était médiocre. Je ne comprends pas comment on peut trouver ça médiocre, mais bon. C'est par rapport à son référentiel. Oui, c'est ça. Mes parents sont des scientifiques, donc pour lui, c'était pas ça. Et j'ai donc fait une seconde C. À l'époque, c'était A, B, C, D, E. J'ai fait une seconde C, maths, physique, chimie. J'étais déprimé. Comme si on m'avait, comme un arbre arraché, quoi. J'avais vraiment perdu ma vitalité. Et après, j'ai essayé de combiner ce que je pouvais. Alors c'est vrai que je me suis beaucoup rabattu sur la poésie et la littérature. Et petit à petit, j'ai fait un mauvais choix pour mes études. J'ai fait des études de gestion. Alors je suis allé le plus possible vers la sociologie, la psychosociologie, la psychologie, la communication, parce que c'était ce qui était le plus littéraire. Mais je me rendais bien compte que ça ne me correspondait pas du tout. Et en fait, j'ai commencé une première psychanalyse, j'avais 20 ans, et je me suis très vite rendu compte que là, au moins, il y avait de l'écoute, comme dans la musique, une forme d'accord, s'accorder, comme on accorde un instrument. Je me suis dit, à défaut d'être musicien, bon, je continuais la musique en tant qu'amateur, mais je me suis dit, à défaut d'être musicien, je vais être un musicien de l'âme, et je suis devenu psychanalyste. C'est intéressant parce que, Élodie, toi, tu utilises le fait qu'on a éteint la lumière et toi, tu parles de l'arbre arraché. Donc, ça veut vraiment dire à quel point c'est douloureux quand on est coupé de ce qui donne sa créativité, sa vitalité, en fait. Et en même temps, on y revient dans vos deux parcours, vous y revenez, tous les deux. Oui. Ouais. Et heureusement, j'ai envie de dire. Hein, c'est comme si ça respire à nouveau, ça revit, quoi. Ouais, je crois que la vie elle nous amène de toute façon, voilà, à partir du moment où on suit, on lâche vraiment les résistances et qu'on suit le mouvement, et bien, elle nous guide aussi. Donc, ouais. Est-ce que le mouvement que l'on suit, c'est l'intuition, Saverio? Est-ce que c'est ça? Parce qu'on entend beaucoup parler de l'intuition, le mouvement que l'on suit avec le corps. C'est ce que tu le fais avec ton corps aussi, Élodie. C'est ça qu'on appelle l'intuition et dont tu parles dans ton dernier livre, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. Je pense que la danse libre, justement, j'ai eu une patiente il y a quelques années qui était chorégraphe et qui m'a parlé de la danse libre et ça a fait tilt. La séance dans laquelle elle a parlé de la danse libre, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. J'ai besoin, en dehors du yoga, du qigong ou de la course à pied, de la marche, etc., de la natation, j'ai besoin aussi de laisser mon corps faire ce qu'il veut quand il veut, spontanément. Et là, oui, je pense qu'on est vraiment dans l'écoute de l'intuition. Et dans une écoute profonde de l'intuition, parce que comme tu l'écris dans ton livre, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre, simplement laisser venir et accueillir. Et dans mon parcours avec des parents scientifiques, l'intuition était mal vue. Ce qui fait que j'ai mis du temps à retrouver mes émotions. Alors, parents scientifiques et père italo-espagnol, donc les garçons, ça ne pleure pas, ça ne montre pas ses émotions. Donc moi j'avais réussi, jusqu'à mes 20 ans, ma première psychanalyse, à tout rentrer. Et quand les premières larmes sont sorties, j'ai vécu ça comme un cadeau du ciel, comme un don, comme une merveille de me dire waouh, enfin je suis vivant, quoi. Parce que sinon c'était comme une carapace que j'avais dû construire pour qu'on ne voit surtout rien. Dans vos deux chemins, en fait, c'est le lien corps-esprit, je l'ai dit en préambule, comment on rétablit ce lien corps-esprit qui peut peut-être nous guérir. D'ailleurs, est-ce que ça peut guérir, Élodie, de rétablir le corps et l'esprit? Votre parcours le prouve, mais comment vous le transmettez maintenant à d'autres? Oui, je pense. Après, voilà, il faut toujours prendre des pincettes avec le terme de guérison. Voilà. Mais moi, je fais très attention dans ce que j'enseigne, dans ce que je transmets. Mais clairement, je pense que, encore une fois,
comme tu disais, l'émotion, voilà, ça rend vivant, on sent que ça circule, ça fait du bien. C'est de l'énergie en mouvement aussi. Et je pense que quand on n'a pas l'habitude d'exprimer les émotions, eh bien, tout ça va s'accumuler et on devient un peu une bombe à retardement aussi. Et c'est vrai que le corps, à un moment donné, il faut que ça sorte, tout simplement. Et je pense que, voilà, on parle aussi beaucoup aujourd'hui des traumas, de tout ce qui est imprégné, imprimé dans le corps aussi. Et je pense que plus on va se couper de ça, plus on va en effet accumuler. Et je pense que le mouvement, la danse et surtout voilà, la danse libre, de laisser faire le corps va permettre justement d'aller libérer tout ce qui est coincé finalement, cristallisé dans le corps. Donc ouais, c'est assez puissant. Enfin, évidemment, voilà, je prêche pour ma chapelle, mais je veux dire, je pense qu'encore une fois, c'est une approche holistique. Il faut vraiment prendre tout en compte. Et parfois, enfin moi en tout cas dans mon parcours, je sais que il me manquait quelque chose et j'étais encore très... Et c'est vrai que moi j'ai une formation très académique aussi, danse classique, contemporaine, très structurée. Quand j'ai découvert la danse libre, je me suis dit mais j'arrivais pas à laisser faire au début, j'étais encore dans mes beaux mouvements, il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit technique. Et au fur et à mesure, plus on va laisser faire le corps, plus on va rentrer à l'intérieur de soi aussi et plus on se reconnecte aussi à son propre mouvement intérieur, à son intuition, à ses ressentis. Et je trouve que ça recrée un magnifique lien aussi de soi à soi. Je trouve que c'est vraiment un bel outil pour ça. Oui, complètement. Ouais. Moi, quand je t'ai rencontrée, Saverio, j'ai été étonnée de me dire qu'un psychanalyste était aussi intéressé par la présence du corps, parce que dans ma représentation, mais peut-être qu'elle peut être partagée par d'autres, je ne sais pas, le psychanalyste, il n'y avait pas trop la place du corps dans la psychanalyse. Est-ce que tu peux me donner ton témoignage, enfin nous donner justement ton expérience? Alors c'est très important et ça permet de justement faire ce lien entre le corps et l'esprit parce que pour moi, comme le dit Élodie, c'est holistique, c'est global. Pour moi, on ne peut pas couper le corps, l'âme, le cœur, l'esprit, et les énergies et tout ce qui est subtil. Tout ça, c'est un ensemble entier. C'est ça l'intégrité, et ça résonne dans toutes ces dimensions-là. Voilà, ce sont des dimensions qui vont ensemble, qui sont une espèce d'unité, d'une harmonie, et tout va ensemble. Et si on perd le contact avec une de ces dimensions, il y a quelque chose qui ne va pas chez l'être, et ça donne des maladies psychiques ou physiques. Donc, ce qui fait que très tôt, j'ai senti, alors donc j'ai continué à faire de la musique et du théâtre, du chant, quand j'étais jeune adulte, et quand j'ai senti que j'avais besoin de me lancer dans une psychanalyse parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie, j'ai essayé plusieurs psychanalystes, et j'ai bien vu que certains étaient uniquement perchés dans le cortex rationnel, dans leur front, avec des raisonnements logiques, mais rien du tout du côté des émotions, des sensations du corps, du mouvement, de l'énergie, rien. Donc c'est bien une réalité. C'est une réalité, et pour moi c'est une réalité qui est grave. J'ai eu la chance, parce que j'en ai essayé un certain nombre, de trouver une femme qui, elle, était vraiment dans son corps. Et à la suite, puis j'ai fait plusieurs tranches de psychanalyse, j'ai toujours choisi des thérapeutes, des psychanalystes, femmes ou hommes, de différentes écoles d'ailleurs, mais qui étaient là dans leur corps, qui étaient incarnés, qui étaient capables d'accueillir ce qui se passait dans mon corps, mes sensations, mes émotions, mon besoin de mouvement, de me comprendre comme je suis en entier, et le plus souvent avec une dimension énergétique et spirituelle. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de chance, parce que dans les années 80-90, ces dimensions-là, elles commençaient à émerger, en France notamment. Du coup, moi, je n'ai pas vécu de thérapie avec des personnes fermées, bornées, etc. C'était tout le temps holistique. Et j'ai complété mes différentes psychanalyses par la sophrologie, l'hypnose, beaucoup d'acupuncture, d'ostéopathie, de shiatsu, de pratiques psychocorporelles. Ce qui fait que pour moi, et pour mes patients et patientes, je leur dis allez voir un ostéopathe, allez voir un acupuncteur, ou faites du shiatsu, essayez des choses avec votre corps, ou allez marcher dans la nature, prenez des arbres dans vos bras, marchez dans l'eau, mettez-vous sous une cascade, pour qu'il y ait toutes les dimensions à la fois, parce que on ne peut pas explorer l'inconscient. L'inconscient, c'est tout, c'est dans le corps aussi. On ne peut pas explorer l'inconscient, on ne peut pas explorer l'histoire, on ne peut pas guérir de quelque chose si on ne s'y met pas en entier, si on ne s'engage pas, si on n'engage pas son être en entier. Et jusqu'au mouvement, parce que le corps, c'est pas un corps statique. Et ça, j'aime beaucoup ton livre, parce que j'entends beaucoup parler du corps, mais ça reste statique. Non, le corps, c'est du mouvement dedans, dehors, partout, quoi. Tout le temps. Ouais.
Partout, tout le temps, se remettre en mouvement. Alors, comment on fait justement, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'intuition, vous avez fait tous les deux un chemin, on parle du lien corps-esprit, mais quels conseils on pourrait donner à des personnes qui essayent de tant bien que mal suivre cette voie? Quels sont les premiers pas que l'on peut conseiller éventuellement? Est-ce qu'on peut rentrer plutôt dans le côté pratique de la chose? C'est vrai que quand on est complètement déconnecté de son corps, parfois ça fait peur. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Hello, c'est génial ce que tu fais, mais je suis pas prêt ou j'ose pas ». Et donc souvent, moi, je propose d'abord commencer chez soi, seul. Voilà, de juste laisser faire le corps, de danser, voilà. Et même pour certaines personnes, même ça, c'est inconfortable. Donc, je peux proposer de bander les yeux aussi pour que la personne aille vraiment à l'intérieur, qu'elle ait l'impression, même si elle est toute seule déjà dans son salon, mais voilà, il y a ces petites astuces-là. Parfois, je propose aussi de danser avec un foulard. Le fait d'avoir un accessoire, ça aide. C'est comme s'il y avait un soutien, un support. Donc, ça, j'ai remarqué aussi que ça pouvait aider. Et je pense aussi de déjà venir juste toucher le corps. Oui. C'est simple, mais déjà ça, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes, juste de revenir contacter le corps en fait. Et c'est vrai que moi je dis souvent, on est bloqué, beaucoup de personnes sont complètement coupées du corps et sont vraiment là-haut. Et donc de redescendre, de venir juste palper, toucher, peut-être l'automassage, déjà c'est du mouvement. Et, voilà. Et se reconnecter à la respiration aussi, je trouve que c'est une première étape. C'est du mouvement la respiration aussi. Donc voilà, ça c'est des petites astuces, je trouve, qui peuvent être intéressantes pour commencer. Le toucher, c'est important dans les thérapies que tu proposes? Est-ce qu'il y a une place pour le toucher, Oui. justement, quand Élodie explique Oui, je trouve que le toucher est très important, le contact est très important et à part nous, parce qu'on est des gens de contact, dans notre société, les gens se touchent peu. Moi, je suis très tactile, donc je touche facilement. Ce qui a été très intéressant, c'est que la psychanalyse est en grande partie opposée au toucher physique. Ce qui fait que j'ai développé le toucher, ce qu'on appelle le toucher psychique, c'est-à-dire le tact, le fait d'entrer en contact avec l'autre par le regard, l'écoute, et même au niveau subtil, au niveau énergétique. Tu parles des corps subtils dans ton livre, on peut entrer en contact avec des dimensions comme l'aura, comme des vibrations, ce qui fait que ça a développé une écoute du contact et du toucher avant même de pouvoir toucher. Alors évidemment, dans une séance très difficile, on peut prendre les mains de la patiente ou du patient, et souvent, moi, c'est au moment du salut, surtout du salut pour dire au revoir, que je vais prendre la main avec deux mains, ou que je vais mettre la main sur l'épaule, ou que je vais faire une petite tape, ou même serrer dans mes bras si quelqu'un en a besoin. Mais je crois que le fait d'avoir dû développer cette attention au contact non directement physique, ça m'a permis après aussi d'être plus fin, je crois, dans le contact physique. Et maintenant, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle la somatic experiencing, qui est une méthode anglo-saxonne qui permet de guérir profondément des traumatismes puisqu'on va soigner le système nerveux autonome. Et là, il y a beaucoup d'auto-contact, beaucoup. C'est-à-dire qu'on montre des mouvements, alors on fait bouger le patient et la patiente, mais il y a aussi des moments où on se touche, on pose les mains, je sais que tu le dis dans ton livre, de poser les mains sur les endroits où il y a une émotion qui résonne ou une douleur, etc. Et je pense que c'est très important de réintroduire ces réalités du contact avec soi-même et avec les autres, et du plaisir avec soi-même et avec les autres, parce que contact et plaisir sont entachés de tabous, même si on est dans une société qui apparemment s'est libérée sexuellement. Du côté du plaisir, de tous les plaisirs et du contact, du toucher, c'est pas encore complètement libre. Oui, puis il y a peut-être ces années Covid qui ont donné un coup d'arrêt au toucher. Tu parlais de saluer les patients, c'est difficile maintenant de le faire, de serrer même une main. Moi, j'ai toujours continué, même pendant le Covid. Bon. Donc on peut continuer. Oui. Un être humain est un être humain, nous sommes des êtres de contact. Ouais. Vous évoquez tous les deux dans vos ouvrages le nerf vague. Alors c'est une notion dont on entend beaucoup parler en ce moment, comme si c'était, alors il y a sans doute aussi peut-être un effet de mode, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer, Élodie, est-ce que tu pourrais peut-être commencer à expliquer qu'est-ce que c'est ce nerf vague, se retourner dans son ventral, et des expressions comme ça qu'on entend beaucoup. Oui, en fait, c'est le nerf le plus
plus long, on va dire, qu'on a dans le corps humain et qui va vraiment connecter, on va dire, le cérébral avec tous les différents autres organes. Et c'est vrai qu'on dit souvent, il y a la connexion des deux cerveaux, hein, avec l'intestin aussi. Et donc c'est là, en tout cas, moi je trouve que c'est intéressant de voir la connexion avec notre état d'être et les émotions. Voilà, on dit souvent aussi que le ventre, c'est le carrefour émotionnel. Hein. Et c'est vrai que ce nerf vague, je pense qu'on en parle de plus en plus parce qu'on voit l'importance d'en prendre soin aussi pour justement, encore une fois, connecter le physique avec le côté plus psychique, plus émotionnel aussi. Et donc voilà, et le mouvement en effet peut aider aussi, hein. Il y a des mouvements bien spécifiques aussi pour venir, voilà, j'aime bien, je vois cette image, je vois le nerf vague qui ondule, hein, encore une fois, mais pour venir fluidifier et venir aussi faire en sorte que les connexions se fassent aussi au niveau cérébral et au niveau du reste du corps. Et donc voilà, ça a un impact sur l'immunité aussi, sur plein d'autres choses. Donc voilà. Ça veut dire quoi, Saverio, être dans son ventral alors? Parce que j'aimerais bien comprendre là. En fait, ça vient de la neurobiologie et notamment de la théorie polyvagale qui nous apprend que, contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas le maximum, le plus grand nombre d'informations qui traversent le corps ne vont pas dans le sens du cerveau vers le ventre, mais vont dans le sens du ventre et notamment des intestins vers le cerveau. Comme tu le disais, le nerf vague, c'est le nerf le plus long, mais c'est aussi un quadrillage. C'est comme une toile d'araignée, il est extrêmement ramifié et il fait partie, ce nerf vague ventral, puisqu'il y a aussi le nerf vague dorsal, le nerf vague ventral fait partie du système parasympathique, celui qui nous permet de calmer le stress. Donc le système orthosympathique va nous permettre de rejeter ce qui nous gêne, de combattre ce qui est dangereux pour nous ou de le fuir si c'est vraiment trop dangereux. Et quand vraiment on est en menace de mourir ou on est dans un système de survie, c'est le nerf vague dorsal qui se met en activité et qui nous fige. Le nerf vague ventral, lui, au contraire, c'est le nerf du mouvement, de la fluidité, de la confiance, de la relation à l'autre. Et on a besoin que ce nerf vague ventral soit activé pour pouvoir être bien, dans le bien-être et dans la relation, la communication, etc. D'où l'importance de savoir comment l'activer. Et il y a toutes sortes de mouvements qui permettent de le faire, mais aussi la qualité de la relation. Je suis bien avec vous, mon nerf vague ventral est bien activé, merci. En mouvement, Élodie, un petit exercice en mouvement pour activer justement le ventral, ce serait quoi? Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire Il y a un mouvement très simple qu'on fait en yoga aussi, on est à 4 pattes et on va lever le bras gauche et allonger la jambe droite à l'arrière et puis ramener coude genou et puis hop, tendre à nouveau. Donc on tend à l'opposé. Okay. Et on peut faire ce mouvement plusieurs fois. Ça, c'est vraiment super pour travailler le nerf vague, pour la digestion aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Et est-ce que quand on écoute de la musique, on peut activer ça? Est-ce que c'est ça qui se passe quand on... Oui, alors c'est très important parce que le nerf vague commence vers la base du crâne et il a toutes sortes de ramifications dans le visage. Ce qui fait que toutes nos expressions faciales sont liées au nerf vague, notamment ventral. Et il part des oreilles, de l'ouverture des oreilles, pour aller jusqu'aux intestins, sans passer par le cortex préfrontal, c'est-à-dire le cortex rationnel. Ce qui fait que quand on écoute de la musique, ça vient directement activer notre nerf vague ventral, nous donner envie de danser d'ailleurs, s'il y a du rythme, ou nous émouvoir, parce que justement, il n'y a pas ce filtre cérébral ou intellectuel qui nous empêcherait d'être directement touché par la musique. D'accord, ok. Là, on a deux petits outils bien utiles pour nous connecter à notre ventral et moi, je comprends mieux ce que c'est. Merci à vous deux, en tout cas. Je voudrais maintenant qu'on parle de l'intuition. Pareil, il y a des mots dont on entend beaucoup parler, mais des intuitions même peut-être. Saverio, toi, tu as mené une enquête scientifique, on peut dire. Enfin, tu as vraiment été recueillir des témoignages pour comprendre ce que c'est que l'intuition, ce que sont les intuitions et comment on peut les activer. C'est quelque chose qui est accessible à nous tous? Oui, l'intuition fait partie de l'être humain depuis sa conception, ou en tout cas depuis que l'embryon est suffisamment, ou le fœtus est suffisamment développé pour avoir des perceptions dans le ventre de sa maman, in utero. Donc c'est quelque chose qui existe chez tout être humain, et même chez les animaux d'ailleurs. La difficulté dans les civilisations rationnelles ou intellectuelles, c'est d'écouter nos intuitions, parce qu'en fait, on a des intuitions tout le temps. Et les intuitions passent par le corps, sauf quand c'est vraiment
une vision, un rêve prémonitoire, de la télépathie, encore que même la télépathie, ça peut passer par certains ressentis dans le corps, mais le plus souvent, nos intuitions, elles vont passer par une aise ou un malaise. Une aise parce que c'est bon pour nous, un malaise parce que ça n'est pas bon pour nous. Et que si on est le plus possible à l'écoute de ce qui nous fait du bien, de ce qui ne nous fait pas du bien, de ce qui nous détend, de ce qui nous tend, de ce qui nous réchauffe, de ce qui nous refroidit, de ce qui nous fluidifie, de ce qui nous fige, justement dans ces énergies qui circulent ou qui ne circulent pas, eh bien, plus j'écoute finement mes intuitions, tu as raison de dire que ce sont des intuitions, mieux je me porte, à la fois du point de vue psychique, mais aussi du point de vue physique. Je faisais aussi référence à des intuitions parce que dans ton livre, tu proposes une classification. Il y en a de plusieurs types en fait. Est-ce que tu veux bien revenir là-dessus? Alors justement, l'enquête que j'ai faite, elle est auprès de personnes comme toi et moi et auprès de scientifiques, parce que j'ai voulu croiser les deux. Et les scientifiques, eux, définissent 4 formes d'intuition. La première, c'est l'intuition mémorielle, c'est-à-dire dans toutes les situations, nous avons la mémoire de ce que nous avons fait pour nous débrouiller au mieux dans ces situations-là. Ce qui fait que si je rencontre de nouveau une situation à peu près similaire, pas forcément exactement la même, mais à peu près similaire, ma mémoire m'envoie des intuitions, m'envoie des informations qui vont me permettre de m'ajuster, sans même y avoir besoin d'y penser, à ces situations proches. Parce que j'ai déjà vécu ça. Oui, parce que je l'ai déjà vécu. Okay. Ça, c'est l'intuition mémorielle. Okay. Après, il y a l'intuition inconsciente. Par exemple, là, il n'y a pas, dans ce très beau studio, il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. C'est vrai. Et je sens qu'il pleut, par exemple, ou qu'il y a du vent ou quelque chose. Je ne peux pas l'entendre, je ne peux pas le voir, et en sortant tout à l'heure, on se rend compte qu'effectivement, bon là c'est un exemple que je donne pour expliquer. Non, je veux pas qu'il pleuve quand on sort. Il pleut pas, c'est juste dans l'exemple. Mais en tout cas, on a des intuitions de quelque chose qui se passe alors qu'on ne le sent pas, qu'on ne l'entend pas et qu'on n'a pas d'informations sensorielles par rapport à ça. C'est l'intuition inconsciente qui peut donner naissance à des... Quand on sent des choses qui se passent, quelqu'un qui nous regarde par exemple, derrière, on ne peut pas le voir. On est dans le train ou dans le métro, quelqu'un nous regarde, on se retourne, on se rend compte qu'on est regardé. Ou alors, notre enfant, notre ami, un conjoint va nous appeler, on pense à une personne proche, pardon, et cette personne nous appelle. Ou alors, au contraire, on appelle quelqu'un qui dit « Ah tiens, justement, je pensais à toi ». Ça, c'est l'intuition inconsciente. Il y a l'intuition métacognitive qui concerne surtout les artistes et les chercheurs qui sont dans une recherche ou la création d'une œuvre, laissent tomber leur recherche ou leur œuvre, et en se promenant, en nageant, en prenant leur douche, en faisant une sieste, pof, ont la représentation ou l'idée qui répond exactement à une énigme ou une impasse dans laquelle ils étaient. Et ça vient vraiment comme ça. C'est Eureka, quoi. C'est Eureka. Einstein. Voilà, exactement. Einstein fonctionnait beaucoup avec ses intuitions. Et la dernière forme d'intuition, quatrième forme, ce sont les prémonitions, les présages, les pressentiments, les rêves prémonitoires, et tout ce qui nous informe hors temps et hors espace de certaines informations qui viennent du passé ou de l'avenir. Voilà, on ne sait pas comment, mais on a une information. Ça vous parle, ça, Élodie, par rapport à la danse et différents types d'intuition? Est-ce qu'il y a des mouvements qui connectent aussi peut-être l'une et l'autre différemment? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. En lisant le livre, j'ai découvert ces différents types d'intuition que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En effet, on pourrait aller associer peut-être des mouvements autres par rapport à tout ça. Mais en tout cas, ça me parle bien. Voilà, je regarde l'oracle et je me dis, mais moi, j'ai vraiment eu J'étais en train de faire la vaisselle, je me souviens. Et puis, j'ai eu cette idée d'oracle. Et puis, j'ai eu, j'ai eu Justine qui m'est venue pour les illustrations et je me dis c'est vraiment assez incroyable quand on est vraiment à l'écoute de tout ce qu'on reçoit comme information. Moi je trouve ça fascinant en fait. Vraiment c'est assez incroyable. Donc, Alors justement, cet oracle, celui auquel tu fais référence, celui qui est sur la table, l'oracle des mouvements guérisseurs, Saverio, est-ce que tu accepterais de te prêter au jeu et que Élodie te fasse tirer une carte pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne? Oui, bien Donc sûr. ils sont illustrés par Justine de Soltis Studio, c'est ça, et oui, donc tu as eu l'intuition, tu t'es dit c'est elle. Oui, je me souviendrai toujours, je pense, mais j'étais vraiment en train de faire la vaisselle et puis j'ai eu Justine et je me suis dit c'est elle avec elle et je me souviens, je me suis arrêtée, je lui ai fait un petit vocal pour lui dire est-ce que ça te dit qu'on aille ensemble dans ce projet, et donc voilà, ouais. Bon ok, allez, je te laisse peut-être nous présenter. Oui. En fait, ce sont des cartes qui représentent des mouvements, c'est ça, hein, En fait, les cartes ne représentent pas spécialement les mouvements, mais donc on a différentes cartes avec des messages. Donc c'est un message comme on trouve dans les oracles habituellement. Je vais en montrer quelques-unes peut-être. Ouais.
Et la super particularité, beau, ouais, on est parti sur... mais là, il y a vraiment la représentation aussi de l'ombre, la lumière, avec ces deux couleurs aussi. Oui. Et c'est vrai qu'on explore pas mal de sujets qui sont un peu dans l'air du temps aussi. Et la particularité, c'est que en fait, moi, j'ai pas mal d'oracles chez moi. Et je m'étais dit, mais tiens, c'est dommage, encore une fois, on reste dans la tête. On ne passe pas par le corps. Donc, c'est intéressant parce qu'on reçoit une guidance. Et puis, en général, on cogite encore plus par la suite. Donc, je me suis dit, mais tiens, ce serait génial de pouvoir venir intégrer le message dans le corps et de passer par un mouvement. Et donc, pour chaque carte, finalement, je propose du coup un mouvement pour venir intégrer le message. D'accord. Voilà. Ok. Tu veux que je te fasse un petit peu de place? Allez, hop. Allez, hop. Donc voilà, ça c'était l'idée. Donc il y a 42 cartes. Et donc là, on peut tirer ça au début de journée, quand on oui. a envie d'avoir une inspiration, voilà, c'est ça. Se mettre en mouvement. Oui, exactement. Okay. Quand on ressent le besoin, finalement. Super. Battre les cartes. Voilà. Je vais les étaler peut-être comme ça. Voilà. De laisser ton intuition parler, voilà. ça derrière. Senti quelque chose par là. La terre. Ah. On va la montrer peut-être face. Attends, hop, comme ça, la terre, voilà. Ouais, les éléments, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment, je travaille beaucoup avec les éléments en fait au sein de mes méthodes parce que je trouve que ça nous ramène à nous connecter à la nature qui est notre maison, hein, voilà, là où on vient, et aussi à notre nature intérieure. Et voilà, je trouve que c'est assez puissant. On peut vraiment explorer tellement de choses, tellement d'émotions, de rythmes et autres avec ces éléments. Donc elles sont dans les cartes aussi. Et du coup, quand on tire la terre, alors quelle serait la guidance du jeu Alors, il y a un petit livret qui accompagne, il y a un petit livret, pour du coup, nous, voilà, c'est pour ça. nous Donc là, c'est la carte 5. Donc il y a le petit livret. Et du coup, à chaque fois, il y a une petite poésie, on va dire. J'aime bien, enfin, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup écrire des petites poésies. Et puis, il y a le texte. Et après, on a un petit QR code. Alors, ça fait un peu controverse, mais bon, avec tout ce qu'on a vécu, qui renvoie vers une vidéo où là, je montre le mouvement. D'accord. Donc, voilà. Et donc, ici, forcément, quand on tire la terre, on va travailler l'ancrage, l'enracinement. Donc, c'est vraiment la proposition d'avoir bien... Là, on a tous les trois les pieds bien au sol. C'est ça. Mais, voilà, donc c'est des mouvements qui vont vraiment venir... nous ramener vraiment dans le corps, nous ancrer, nous enraciner vraiment. Donc, ça te parle, Saverio, l'ancrage pour aujourd'hui? Ça me parle à beaucoup de niveaux. Déjà, la nature que j'adore. J'aime beaucoup la terre. Moi, j'aime jardiner. J'aime mettre les mains dans la terre, parfois les pieds dans la terre. Je sais que la terre ne salit pas. Parce que j'avais un grand-père, enfin des grands-parents qui étaient paysans, qui travaillaient la terre. Ça me parle aussi parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'étais un arbre déraciné. Et donc, s'enraciner, se réenraciner, c'est important pour moi. Ça me parle aussi parce que les Amérindiens parlent des 3 connexions à soi-même, à la terre et la nature, avant même de pouvoir se connecter aux autres. Et puis, dans la Somatic Experiencing, dans chaque séance, je propose un moment où on se réancre dans la terre, avant justement de faire les autocontacts ou les mouvements pour relancer le nerf vague. Donc vraiment, je suis content d'avoir tiré cette carte. Et les 2 pieds au sol, ça peut déjà être une première pratique, juste de mettre ces 2 pieds au sol dans la journée pour vraiment se câbler, se connecter à notre expérience. Je pense que ça nous aide aussi à nous sentir en sécurité. Et quand j'étais enseignante, j'aime bien ces petites anecdotes, on avait une formation, je ne sais plus c'était quoi exactement la thématique, mais on parlait de ces enfants qui sont souvent mal assis sur leur chaise. Et en fait, la personne qui est venue proposer la formation nous disait, mais c'est parce qu'en fait, comme ils sont parfois trop petits par rapport aux chaises et aux bancs, eh bien, il y a une sorte d'insécurité, en fait. Et c'est vrai qu'on pourrait le tester nous-mêmes quand on est assis, les pieds en l'air, au bout d'un moment. On n'arrive plus, on a besoin du contact au sol. Et donc, à ce moment-là, on avait proposé aux enfants de mettre un petit escabeau sous le banc pour pouvoir mettre les pieds. Et en effet, ils étaient du coup bien assis. Et ça leur permettait de s'ancrer aussi, de se rassurer. Et donc, je trouve que c'est intéressant la symbolique qu'il y a derrière aussi.
Comment on peut savoir aussi quand on se trompe d'intuition? Est-ce que parfois il peut y avoir des intuitions qui sont aussi guidées par nos blessures? C'est-à-dire on en a la ferme conviction que c'est une intuition, mais en fait c'est la part blessée qui parle et ça peut être assez dommageable. Alors, il n'y a pas de mauvaise intuition, toutes les intuitions nous veulent du bien. En revanche, comme tu dis, nous pouvons croire avoir une intuition et c'est notre mémoire traumatique ou ce que nous avons construit comme défense ou protection après par rapport à des douleurs ou des souffrances ou des moments difficiles de notre vie. C'est ça qui vient faire écran dans une situation et on est dans ce qu'on va appeler une projection de quelque chose de déjà vécu ou d'une façon de voir qui est un schéma plutôt que dans l'intuition. Néanmoins, nous n'avons pas, nous les humains, pas d'autre possibilité que de nous tromper pour pouvoir nous rendre compte que ça n'était pas une intuition. Donc si je crois que j'ai l'intuition que telle personne ne me convient pas, que telle situation est pas bonne pour moi, que tel travail, je vais dire ah tiens j'ai une intuition, je vais la suivre et me rendre compte que finalement j'avais imaginé quelque chose qui n'était pas vrai. Et c'est seulement par cette expérience, cet apprentissage par l'expérience, que petit à petit je peux être de plus en plus à l'écoute de mes vraies intuitions parce que je me suis trompé. Donc c'est important de se tromper en fait, Ouais. beaucoup dans sa vie. C'est pas un échec, quoi. Ben non, c'est un apprentissage à chaque fois. En revanche, il y a des intuitions qui vont sonner juste. L'intuition qui sonne juste et que j'écoute, c'est tout de suite. Comme disent les médiums, j'ai une amie qui est médium, elle me dit c'est l'information qui vient tout de suite. Parce que celle qui vient juste après, elle vient du mental. Mm. Ou d'autres choses, mais c'est pas l'intuition. Donc c'est quelque chose de fin, de ténu, qui est très rapide, qui ne va pas forcément s'installer. Alors il y a des intuitions qui s'installent dans le corps par le biais de mots, de maladies, etc. Parce que là, notre être profond nous dit attention, tu ne vas pas sur le bon chemin ou ce que tu fais n'est pas bon pour toi. Mais le plus souvent, c'est rapide et c'est avant même qu'on ait pu y penser. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... C'est une information brute, c'est une connaissance nue, l'intuition. Et est-ce que ça se muscle, du coup, l'intuition? Est-ce que ça voudrait dire que plus on pratique, plus on peut être sûr que c'est une intuition qui est juste pour nous? Alors, pour moi, qui fais de la musculation le matin, je ne trouve pas que ce soit pareil. Les muscles et l'intuition, c'est pas pareil, non. Mm. Mais ça s'écoute, ça se pratique, ça s'apprivoise, on laisse de l'espace, on fait... C'est un compagnonnage, quelque chose qui vient de notre âme ou de notre cœur. Donc plus on est en contact avec l'âme et le cœur et l'âme sont liés de toute façon, plus on est en contact avec le subtil, plus on reçoit ces informations-là. Ok. Tu parlais tout à l'heure de la médiumnité. Alors ça, c'est vrai que ça peut être des fois des raccourcis, l'intuition, médiumnité, enfin surtout des confusions. Et je crois que j'ai entendu une interview de toi où tu expliquais le lien entre la médiumnité et l'amour, en fait. C'est-à-dire que d'être sûr que cette guidance, elle soit toujours dans l'ouverture, dans le lien à l'amour. Est-ce que tu pourrais préciser ça? Parce que je pense que parfois il y a des confusions. Oui, oui. Et la confusion, elle est facile à faire parce que la médiumnité, c'est une des formes de l'intuition. Probablement euh, une forme, c'est la forme la plus irrationnelle de l'intuition, mais c'est tout de même une forme de l'intuition. Et alors, je faisais référence au collège Arthur Findlay en Grande-Bretagne, qui est un centre de formation pour devenir médium. C'est un centre international qui est reconnu. Il y a une école pour devenir Oui, médium. oui, et qui est très sérieuse. Ouais. Et c'est sur 5 ans. Et qui a une éthique. Et cette éthique, c'est que donc ils font des exercices comme ça pour capter des informations. Et c'est surtout par rapport aux défunts. Donc c'est une médiumnité qui est surtout au service des personnes qui sont en deuil pour pouvoir recevoir des messages de personnes qui sont parties et dont elles ont besoin voilà, elles ont besoin d'être sûres que leur papa, leur maman, leur enfant, leur conjoint ou un ami, une amie va bien. Et en fait, ce qui guide cette pratique de la médiumnité, c'est que c'est toujours pour le bien de la personne à qui on parle et pour le bien de l'humanité. C'est toujours quelque chose qui va les aider et c'est tout le temps dans la dimension de la lumière, de la paix, de l'amour. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se connecter à des dimensions bizarres, particulières. C'est uniquement au service de la lumière, de l'amour, enfin pour rassurer les personnes qui viennent consulter le médium et pour les faire avancer, pour les aider
sur leur chemin de vie ou à accepter cette dimension de l'au-delà, du mystère, de l'invisible qui existe à côté de nous et dont on n'est pas familier. Donc le médium n'est qu'un passeur, n'est qu'une transition, n'est qu'un médiateur entre deux mondes finalement, pour le bien de tout le monde. Ça évite la toute-puissance. Ça évite la toute-puissance et ça évite de faire des bêtises ou de dire des bêtises. On parlait des dimensions, de l'invisible. Est-ce que danser, c'est une façon de nous connecter à plus grand que soi, à d'autres dimensions? Comment tu le vis dans ta pratique de danseuse libre? Oui, moi, clairement, je pense que c'est vraiment un super outil pour ça. Et de se connecter, voilà, on peut l'appeler comme on veut, hein, l'univers, la source, peu importe, mais à soi surtout aussi. Et c'est vrai que je pense, en tout cas, moi, je sais que quand je danse, ça m'arrive parfois certains jours d'accumuler les jours où je danse pas. Et je le sens en fait. Il y a comme je me sens déconnectée de moi, mais déconnectée aussi de mes sensations, de mes besoins, de ce que j'ai vraiment envie. C'est comme si j'étais plus à l'écoute. Il y a vraiment je trouve que c'est vraiment une porte magnifique pour revenir à soi et être à l'écoute aussi de ses intuitions justement. Et donc voilà, parce qu'encore une fois, on revient dans les sensations, on revient juste là, sans essayer, comme on disait tout à l'heure, de comprendre ce qui se passe, d'analyser, parce que je pense qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps dans le mental à beaucoup analyser et autres. On a aujourd'hui un accès à tellement une tonne d'informations aussi, donc on peut vite être un peu surstimulé ou un peu envahi par tout ça. Et je trouve que c'est vraiment des moments comme des petites parenthèses comme ça qu'on s'offre et qui sont vraiment vitales en fait. Donc moi je trouve que c'est vraiment... en tout cas, je sais que quand je sens que je suis déconnectée justement à nouveau de mes intuitions, de mes ressentis, de tout ce qui se passe en moi, et bien juste voilà, danser même 5 minutes, parce que parfois on a l'impression qu'il faut faire des longues séances, mais juste quelques minutes, ça permet vraiment, je trouve, d'être à nouveau en présence. Ouais. Dans ton ouvrage, d'ailleurs, tu es beaucoup photo. Il y a des photos de toi, de très belles photos de toi en mouvement. Et tu es souvent dehors, en fait. Enfin, il y a vraiment dans l'éclosion des très belles photos. On te voit au bord de la mer, on te voit dans une forêt. Est-ce que quand tu danses en extérieur, il se passe quelque chose de différent? Oui. Ouais. Clairement. C'est vrai que là, moi, j'habite là actuellement dans un endroit absolument magnifique en termes de nature. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si... Il y a une connexion à quelque chose qui est plus grand et c'est comme si on était à nouveau, enfin moi je me sens à chaque fois rassemblée, entière, complète, vraiment quand je suis dans la nature. Et c'est comme si j'étais enveloppée, enrobée, je sais pas, d'amour, comme ça, il y a vraiment cette présence aussi, je trouve. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est pour ça aussi je pense que j'ai introduit les 4 éléments dans les méthodes, c'est cette présence, je trouve, que ce soit de la forêt, de la rivière, de la nature, enfin de la mer, de l'océan, il y a quelque chose qui vient s'amplifier aussi en termes d'énergie. Et j'utilise beaucoup aussi dans les méthodes la visualisation, parce que je trouve que c'est incroyable ce qu'on peut faire avec notre cerveau aussi, où finalement il n'arrive pas trop, parfois j'ai la sensation en tout cas de faire la différence entre la réalité et l'imaginaire, et donc on peut vraiment aller jouer avec ça. Et donc par exemple j'utilise beaucoup l'océan, la mer pour venir nettoyer les cellules, et je trouve que c'est vraiment très puissant aussi de jouer avec ces images, ces sensations, et d'utiliser du coup toutes les ressources de la nature pour ça. Donc ouais, non, c'est puissant. Et toi, Saverio, la visualisation en tant que sophrologue, tu as fait un parcours aussi en sophrologie, c'est une des bases de la sophrologie. Oui, c'est pour moi ce qui est le plus important dans la sophrologie, parce que j'ai eu besoin de retrouver mon corps, c'était la première partie de relaxation, de sensation, de retrouver vraiment ce qui se passe dans le corps. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est complètement détendu, on a cette possibilité de visualiser toutes sortes de choses à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dans les galaxies où on veut, et que c'est très puissant. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et à bien comprendre comme un lien très corporel, par contre. C'est pas seulement je vois quelque chose, je vois une plage. Souvent on donne cet exemple en sophrologie, c'est je ressens. Je ressens. Je perçois avec tous les sens. Oui. Saverio s'est prêté au jeu du tirage. Et Elodie, toi, je t'ai demandé de choisir un extrait du livre, dernier livre de Saverio, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, pour que tu puisses nous le partager et puis partager ton ressenti tout à fait. de la page 109. C'est ça, je crois. On a retenu. Oui, c'était pas évident de prendre un extrait. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Ça résonnait énormément. J'ai vraiment beaucoup aimé ta vision de l'intuition et toutes ces recherches. Et je trouve tous ces différents témoignages, c'est très riche. Donc merci pour ça. Alors, l'extrait du coup. En fin de compte, c'est l'étiquette nous aide à nous décrire et à exprimer notre subjectivité à un moment donné.
Le risque est d'en faire notre réputation. Si je me définis comme hypersensible, je peux tellement tenir à cette réputation qui me distingue que je ne tiendrai même plus compte de ma sensibilité singulière. Je voudrais coller au portrait robot que j'ai adopté et je m'installe dans une fausse identité. En agissant ainsi, je m'enferme et je m'empêche d'évoluer. Il vaut donc mieux se détacher d'une étiquette à laquelle nous avons accordé beaucoup d'importance. C'est même souhaitable. Pendant un temps, nous avons eu besoin de cette étiquette et elle semblait nous correspondre, puis nous cheminons intérieurement Un jour, nous finissons par ne plus nous y reconnaître, nous n'en avons plus besoin, alors nous lâchons tout simplement. À ce moment-là, dégagés intérieurement, sans faire le moindre effort, nous devenons beaucoup plus réceptifs à nos intuitions. Nous nous surprenons même à être inspirés et à créer facilement. J'aimais beaucoup cet extrait qui me parle et j'aime beaucoup parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup aussi dans mes accompagnements et tout ça, le fait de se détacher des étiquettes. Et je trouve que aujourd'hui, il y a à la fois ce côté où on se détache et à la fois, il y a beaucoup d'étiquettes qu'on essaye de trouver. Alors, je pense qu'il y a aussi toujours une recherche peut-être d'appartenance aussi derrière tout ça. Mais j'aime beaucoup le fait de venir peut-être s'observer un peu en hauteur. Moi, j'aime bien dire souvent, on monte dans son petit hélicoptère et on observe un petit peu. Parce que je trouve qu'on a tendance à se raconter beaucoup d'histoires, à se mettre beaucoup d'étiquettes. Moi, je sais aussi que je suis encore très attentive à ça aujourd'hui. Et je trouve que quand on arrive à s'en détacher, eh bien, en effet, on vient se reconnecter encore une fois à ce qui compte vraiment et à qui nous sommes dans notre essence, en fait. Et pas tout ce qu'on croit être aussi. Et il y a vraiment quelque chose qui nous ramène à nos intuitions, à notre cœur, en fait. Et donc, je trouvais cet extrait très intéressant par rapport à ça. L'étiquette d'hypersensibilité, ça peut être aussi l'étiquette d'être un auteur spécialiste de l'hypersensibilité. Ça t'a collé un petit peu à la peau, à toi, Saverio? Oui, ça m'a collé à la peau et c'est bien parce que c'est en train de décoller. On voit depuis tout à l'heure des couvertures de tes romans aussi, parce que tu as écrit des romans. Alors, il y en a qui parlent de l'hypersensibilité, mais pas que ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce terme que je n'aime pas du tout hypersensibilité parce que c'est trop sensible. Ça veut dire sensible en excès. Et moi, c'est ce qu'on m'a reproché toute mon enfance, mon adolescence et même une partie de mon âge adulte. Donc, j'aime pas du tout qu'on dise que les gens sont hypersensibles. Ils sont très sensibles. Ce sont des grands sensibles. Ils sont fort sensibles, comme on dit en Belgique ou au Canada, au Québec. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité plus élevée. Mais la sensibilité humaine, c'est un continuum. On est plus sensible que la moyenne. Et puis, ça dépend des jours aussi. Donc, dans mes livres, ce sont les éditeurs qui mettent cette étiquette. Moi, je ne fais que parler de la sensibilité humaine et des gens, garçons comme filles, hommes comme femmes, quel que soit l'âge, qui sont très sensibles et qui parfois souffrent ou ont du mal à se faire comprendre, en tout cas, dans une société qui est peu sensible. Et mon combat, c'est de valoriser la sensibilité, faire qu'elle soit accueillie, qu'on puisse exprimer toutes nos émotions, nos ressentis, ce qu'on vit dans notre corps, nos mouvements, etc. Et ce combat-là, je ne le lâche pas. Mais l'étiquette, je m'en fous éperdument. Mais comment on fait pour lâcher des étiquettes? Parce que même moi, qui ai commencé à vous présenter tous les deux, je me suis sentie obligée. Alors peut-être que j'aurais pu faire autrement. En tout cas, je me suis rattrapée, entre guillemets, au début de l'émission. Mais comment on fait au quotidien pour se détacher? Après, je pense qu'en effet, c'est inévitable de poser des mots et de voilà. Après, c'est est-ce que je m'accroche et est-ce que je viens renforcer, je viens nourrir ça très fort. Je pense que, l'hypersensibilité, ça me parle aussi parce que tout un temps, moi j'en parlais aussi dans mes vidéos et tout ça, je me souviens. Et puis je m'en suis très fort détachée. C'est vraiment un terme que je n'utilise plus du tout non plus parce que j'avais beaucoup de messages aussi de personnes qui disaient oui, mais tu te rends compte, ma vie. Et en fait, elles se cachaient aussi, entre guillemets, derrière cette étiquette. Et du coup, il y avait, elles étaient figées, je trouvais. Ça a bloqué le mouvement, encore une fois. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est... En effet, c'est de s'observer encore une fois et de se dire, mais tiens, qu'est-ce que je viens nourrir par rapport à ces étiquettes. Et après, voilà, on pose des mots aussi, comme on disait tout à l'heure, et c'est OK, mais est-ce que je m'accroche ou est-ce que simplement, voilà, et c'est vrai que ces étiquettes, je pense qu'on sent... Enfin, moi, je me suis détachée de pas mal de choses aussi. De par tout le côté, moi j'étais toujours la bonne élève, fallait toujours que je sois parfaite et tout ça. Je pense qu'au fur et à mesure, plus on en prend conscience, plus on arrive aussi à
à se détacher et à venir se dire, tiens, qui suis-je? Et surtout, comme tu le disais si bien, d'un jour à l'autre, ça change. On est des êtres de mouvement, on est des êtres, voilà, même les émotions, rien n'est figé en fait, ça vit en fait. Et je pense que ça, c'est important d'être en conscience de ça aussi. Est-ce que ça peut poser problème dans les diagnostics de temps en temps aussi en thérapie, par exemple? On a beaucoup de hyperactifs, de la même façon que l'hypersensibilité. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs un grand mouvement dans les pays occidentaux, chez les psychiatres, les psychanalystes et les psychologues, pour qu'on se libère des diagnostics, de cette tendance à surdiagnostiquer, notamment les enfants, et qu'on se libère aussi du DSM. C'est-à-dire que quand on accueille, nous, les psys, des hommes, des femmes, des enfants, on accueille des êtres humains qui sont uniques, qui sont singuliers, qui sont à un moment de leur histoire, qui sont riches et complexes. Et si on pense à quelque chose qui peut être proche d'un diagnostic, on y pense comme ça. Mais comme tu disais, ça aussi, ça va changer d'une séance à l'autre, d'un jour à l'autre. Et c'est l'être humain qu'on accueille. Et donc, moi, je fais partie des psys qui ne donnent jamais de diagnostic, jamais. Ça, c'est vraiment, je suis heureux d'avoir été formé comme ça. C'était la fin de l'antipsychiatrie par des vieux psychanalystes, enfin vieux, ils étaient plus âgés que moi à l'époque, qui étaient des combattants engagés dans l'antipsychiatrie justement pour qu'on n'assigne pas une fausse identité sous forme d'étiquette diagnostique à qui que ce soit. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup libéré dans mon travail et dans ma vie aussi. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est de dire avec les mots du jour. On est avec l'humeur du jour, l'énergie du jour, les émotions du jour, les ressentis du jour et les mots du jour. C'est-à-dire que un jour, je vais dire, ben oui, là, je me sens sensible pour telle chose. Un autre jour, je vais dire, je suis fatigué. Un autre jour, je vais dire, je suis excité. Un autre jour, je vais dire, je suis farouche ou sauvage. Et si je dis tout le temps hypersensible, je n'ai pas cette richesse de communication qui me permet de me faire comprendre par les autres en disant comment ma sensibilité aujourd'hui se manifeste, par exemple. Est-ce que toi, Elodie, dans les gens qui viennent peut-être se former à Bloom Dance et Flow Energy, tu as senti des personnes qui avaient besoin de se libérer justement des étiquettes comme ça et que... Oui. Ouais. C'est un travail que je fais toujours à un moment donné dans la formation. Et d'ailleurs, on le fait corporellement aussi parce qu'on vient se coller des étiquettes. Ah d'accord. Donc on fait vraiment physiquement, je leur propose d'expérimenter ça et de vraiment venir, bon c'est pas très écolo, mais on se colle des post-it. Donc avec quoi par exemple? C'est toutes tes fonctions, toutes les... tout ce qu'on se colle comme étiquette, les adjectifs, comment on se définit, voilà. Et en fait, on vient coller ça et puis en fait, on va danser tous ensemble et on va balancer toutes ces étiquettes parce que voilà, je trouve que c'est vraiment et on peut vraiment, faut pas hésiter à le faire, mais c'est très libérateur parce que énergétiquement, concrètement, on va vraiment enlever l'étiquette. Mais oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent et en fait, dans les formations, je dis toujours, c'est plus une expérience humaine qu'une formation parce que il se passe plein de choses, ça bouge beaucoup, même pour moi. Et du coup, on commence toujours les journées par un cercle de partage, par des échanges. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont déposées, qui sont libérées aussi. Et c'est vrai que souvent, on peut entendre dans les discours, on voit les histoires qui sont bien ancrées, les étiquettes qui sont bien là. Et c'est intéressant, du coup, d'amener avec beaucoup de douceur, évidemment. Tiens, comment est-ce qu'on pourrait voir les choses différemment? Comment est-ce que je peux changer de perception? Et peut-être, quelle histoire je peux écrire, là, une nouvelle histoire par rapport à ce que je me raconte depuis trop longtemps, parfois. De le faire concrètement, en se collant des étiquettes. Oui. Et est-ce qu'on pourrait s'entraîner aussi avec les autres? Tout à l'heure, Saverio, tu nous sensibilisais sur le fait qu'on peut rentrer en contact avec l'autre différemment, enfin, autrement qu'en le touchant. Est-ce qu'on pourrait s'entraîner à nous-mêmes ne pas donner des étiquettes sur les autres pour prendre ce recul? Bien sûr, c'est-à-dire que quand je vous écoute, depuis tout à l'heure, il m'est venu aucune étiquette. C'est-à-dire que... Oui, non, mais et puis ouvre pour moi aussi, ouvre pour vous, mais ouvre pour moi aussi. C'est-à-dire que on est là dans la richesse d'un échange humain qui est un échange qui émerge, quelque chose qui est en train de se créer. Et si dans mon écoute et ma parole, je suis tout le temps en train d'inventer, de créer, de laisser émerger ce qui vient là dans l'instant, je ne peux pas mettre d'étiquette sur les autres. Je suis dans la surprise, surprise après surprise. Tiens, elle a dit ça, tiens, elle a dit ça. Comment ça résonne en moi? Et ça va... Finalement, si je laisse ces surprises résonner en moi, je n'ai même pas le temps. Parce que ça prend du temps de ressentir. Je n'ai même pas le temps de poser quelque étiquette que ce soit. Mais en revanche, je vis ce flux d'énergie, ce flux
d'enrichissement de vos mots. Les mots sont aussi des énergies. Et c'est plus important, l'intention du mot, l'intonation du mot, la façon dont il est prononcé, le don d'énergie que vous faites, que d'être là à ergoter sur le sens de tel mot ou pas. Je te vois faire comme ça, Élodie, Ouais, tu partages. ça résonne, oui. On se baigne dans les mots. Oui, Alors, si les personnes qui nous suivent veulent aller plus loin avec vous, découvrir un tout, alors les trentaines de livres de Saverio, parce qu'on n'a pas eu le temps, il y en a énormément. Je vous invite à découvrir aussi les romans, le livre pour enfants sur la sensibilité d'Achille. On va pas dire hypersensible, mais bon, ça c'est le mot de l'éditeur, j'ai bien compris. Où est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux? Eh bien, moi, c'est vrai que je travaille principalement en ligne pour le moment. J'aimerais beaucoup plus développer, revenir au contact humain. Donc là, il y a pas mal d'événements là, cette année aussi à Paris, à Lyon. Il y a une retraite aussi dans le Verdon au mois de septembre. Là, c'est pour le contact, voilà, pour venir vivre justement par le corps et explorer plein de choses. Et sinon, sur les réseaux sociaux, évidemment, dans mon podcast aussi qui s'appelle Mouvement Intérieur et sur la chaîne YouTube. Voilà, pas mal. Et tu as un site internet, oui, elodieleclerc.com, voilà, très trouver, facile à trouver. Ouais, et toi, Saverio, un petit peu sur les réseaux? Alors, moi, je suis un ours. On a dit pas d'étiquette. Oui, enfin, bon, je suis un animal sauvage, peu importe lequel. J'aime bien être tranquille, donc je suis peu sur les réseaux sociaux. J'y vais de temps en temps, alors sur Instagram ou LinkedIn, mais je ne suis pas vraiment beaucoup, pas beaucoup sur YouTube non plus. Donc c'est pas très facile de me trouver. Heureusement, il y a les livres et puis voilà, ton émission, merci. Et tu partages beaucoup ton expérience aussi dans des podcasts. Oui, voilà, dans les podcasts, j'aime bien le format podcast et puis j'anime des ateliers dans le nord de la France, ou en Belgique aussi, voilà. Donc on peut me trouver de temps en temps. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir accepté mon invitation, de partager toute cette richesse, de nous donner aussi l'élan d'être résilients, de nous mettre en mouvement au quotidien, de nous baigner de nos mots et de nos énergies. N'hésitez pas, vous qui nous suivez, à partager. Alors, si vous faites les pratiques de l'étiquette, je suis très curieuse que vous nous envoyez les vidéos. Merci pour votre soutien. C'est vraiment très touchant de savoir que vous êtes là. Merci à toute l'équipe d'ABC, qu'elle soit artistique ou technique, pour la magnifique réalisation de cette émission. Je vous retrouve très bientôt à nouveau pour danser votre vie. Ciao!